Nous, on est des enfants de la guerre. Toi, en 41 à Lyon. Ma sœur, avec sa poupée, ça. Donc j'avais 6 ans. Ça, c'était la colo. Alors, derrière, juste derrière la maison, là, c'était la frontière suisse. À Cuisery. Et c'était ça, c'est les gens du quartier, tout ça. C'était à Je suis Saint-Étienne. né à Saint-Étienne, hein, autant que je sache. Je m'appelle Gigi, Gisèle, j'ai horreur de ça. À la déclaration de la guerre 39, bon, moi j'avais 3 ans. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la vie. Et j'ai 85 ans aujourd'hui, et ma vie est devant moi, et pas derrière moi, bien sûr. Oui. En 39. Et là, savez-vous. En 39, j'ai 9 ans, moi. À la guerre, j'avais 5 ans. Et moi, je me souviens très très bien de la déclaration de la guerre parce que notre voisin de maison, à Saint-Étienne, il était maquignon. Alors c'était un homme qui avait de l'argent, il avait la radio. Et il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient la radio. Enfin, personne n'avait la radio dans ce moment-là. Voilà. Ben, je suis Anne Germain. Je suis née en 33, donc en 39, enfin, j'ai connu le début de la guerre. Et en 44-45, la fin de la guerre. Il avait mis la radio et on écoutait ce qui allait se passer. Et il y a une voix qui a annoncé que la guerre était déclarée. Alors évidemment, tous les gens étaient catastrophés. Moi, je me souviens, ma mère s'est mise à pleurer. Tout près de la frontière du Luxembourg. Et c'est surtout que c'était la limite Moselle, Meurthe-et-Moselle. Voilà. Autrement dit, la moitié de l'usine était cotée quand les Allemands sont arrivés, évidemment qu'ils ont annexé, Elle était à cheval sur la partie annexée par les Allemands et la partie non annexée. Alors, bon, évidemment, mon père travaillait là, c'est pour ça qu'on se trouvait là et on était aux premières loges. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la région stéphanoise, à l'époque, c'était un grand centre houiller métallurgique. Hein. C'était un des plus importants, même au point de vue mine, extraction de charbon. D'ailleurs, Saint-Étienne s'appelait la ville noire. C'était tout noir. Bon, il y avait la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Et donc, Saint-Étienne était, vis-à-vis des Alliés, était une ville qui était particulièrement vis-à-vis. Alors, moi, mes souvenirs, c'est surtout les bombardements. Il y a eu un bombardement, il me semble que c'est le 3 juin, un bombardement terrible sur la région parisienne par les Allemands. Alors, ils ont bombardé beaucoup la région parisienne. Paraît-il qu'ils cherchaient les usines Citroën. Je ne sais pas pourquoi Citroën, mais enfin. Et puis la gare Montparnasse. Alors, c'était donc dans le sud. Il y a eu des bombes sur Vanves, ici les Moulineaux, Malakoff. Et à Vanves, il y a eu un pavillon qui a été. Parce que finalement, ils n'ont pas bombardé du tout les voies stratégiques. C'était pour épouvanter la population. Et mon père était prisonnier et ma mère est partie en exode avec nous 3 dans la Citroën de mon père. Et devant, il y avait ma grand-mère, ma tante, dans une autre Citroën avec mes cousines. Et il y en avait 2 voitures et ma grand-mère. Et on est arrivé à Tours, je me souviens. Et il y avait un bombardement, on est allé dans la cave, et quand on est sorti de la cave, il n'y avait plus rien au-dessus. Donc ils ont bombardé les civils, et c'était tombé à Issy-les-Moulineaux, dans le garage Place Voltaire. Alors ça, c'était pas très loin, mais le pire, il y a avenue de Clamart, juste à côté de chez nous, environ à 200 mètres de chez nous, il y a un pavillon qui a été éventré par... Ça a fait un bruit terrible et on avait peur avec ma petite sœur parce que ce jour-là, on n'était pas allé à l'école, je sais pas pourquoi. Puis les bombardements, c'était pas les Allemands qui nous tapaient sur la gueule, c'était les copains, les Alliés, hein, les Anglais, les Américains. Et quand il y avait un bombardement, bon, on était avertis par les sirènes qui crachaient dans toute la ville, et puis
On descendait, on descendait, À la nous, cave. on habitait au 4e, on descendait à la cave, hein, 5 étages. Ou est-ce que l'école était déjà fermée? Je me souviens pas bien, parce que c'est vieux, hein, 40. Au bruit des avions, on savait si c'était les Américains ou les Anglais, parce que les Américains, eux, ils volaient très haut et ils lâchaient leurs trucs n'importe où, hein, leurs bombes n'importe où. Les Américains, ils ont fait un désastre épouvantable, hein, démoli des bâtiments, etc. Tandis que les Anglais, eux, au contraire, ils volaient beaucoup plus bas et en principe, ils atteignaient les objectifs. Hein, les usines, il n'y avait pas de grosses pertes humaines ni de bâtiments, etc. Tandis que les Américains, c'était épouvantable. Et je crois que nous avons été accueillis par... Il y avait un marchand de meubles, et par contre, qui était en face de notre maison, et dans notre maison, il n'y avait plus que des cendres. Alors, il y a eu un bombardement qui a fait énormément de bruit à Saint-Étienne, et ils ont tapé sur une école, un peu plus haut que la place Tardis, c'est où j'habitais, à 400-500 mètres de la maison, en pleine classe, l'école complètement rasée, 500 bombes sur le tapis. Tu te rends compte? Bravo les Américains. Hein. Lyon, ça se trouvait en plein venir de l'Est sur Paris, c'était le chemin. Donc on nous a évacués. Mais alors là, on nous a évacués dans des camions militaires et des ambulances, enfin ce qu'il y avait sous la main, quoi. Alors bon, nous voilà partis. Et puis tout le long de la route, alors on a dit que c'était les avions italiens qui mitraillaient les gens sur la route. Donc, quand les avions mitraillaient trop bas, il fallait descendre des autocars ou des camions et puis se précipiter sous les taillis, pour se cacher, quoi. Pour l'histoire du départ, en 1939, la déclaration de guerre s'est faite fin 1939, et nous, on est partis en décembre 1939, on est parti dans le centre de la France, à Cuisery exactement, qui est à côté de Tournu. Vous savez, Tournu, Mâcon, enfin toute cette région-là. Alors, pourquoi on n'était pas obligé de partir, puisque la guerre n'était pas encore déclarée. Mais mon père, qui savait, que et il disait, ici, on n'est pas en sécurité. Donc, il y a un ami qui était du coin, qui connaissait, qui avait dit, mais à ce moment-là, ta femme, tes enfants peuvent aller là-bas, ce sera plus sûr. Alors, je ne sais pas si c'est suite à ce bombardement ou si la décision a été prise avant. Enfin, les personnes qui voulaient, on nous appelait les réfugiés. Ils proposaient à des citadins des enfants chez eux, quoi. Et mes parents nous avaient inscrits, moi, ma sœur et Robert. On était tous les trois et on nous a... Donc vous étiez une fratrie de 4 et vous aviez les trois premiers. Où est-ce qu'on est allé? On est allé dans la Creuse. Pourquoi on est allé dans la Creuse? Parce que Hassan Fer, le meilleur ami de mon père, le père de Francine Gomez, avait fait ses études, il était pneumologue avec mon père. Et quand ils avaient été prisonniers ensemble, et quand mon père est rentré en 1941, qu'on a démobilisé, et il était capitaine dans l'armée française, on lui a dit, Monsieur Lévy-Desquer, vous n'avez plus le droit d'exercer, car vous êtes juif. Alors le ciel lui est tombé sur la tête, il avait 3 enfants à faire manger au bas âge, et on s'est donc réfugié à Sainte-Fer. Alors, on était 4 enfants. Alors justement, j'ai mis ça. Mon frère qui venait de naître, il est né le 26 novembre et on est parti en décembre. Donc, moi j'avais 7 ans, je suis de 33, donc j'avais 6 ans. Il y avait 6 ans, 8 ans et 12 ans. On est partis à tous les 3. Luisette, moi, et on était chez des paysans différents, complètement. Jean-Seigneur, c'est un village de 200 habitants, au col du Béal, au-dessus de Chalmazel, c'est-à-dire Montbrison, Boin, Chalmazel et Jean-Seigneur.
À l'époque, Jean-Sanière, personne ne connaissait Jean-Sanière. C'était un village de 200 habitants. Il y avait un car qui, une fois ou deux fois par semaine, qui montait à Chalmazel. Et la route était goudronnée jusqu'à Chalmazel. Et de Chalmazel à Jean-Sanière, c'était un chemin d'ailleurs. Moi, j'ai pas vu une voiture à la campagne. Hein. Tu me diras qu'en ville, c'est la même chose. Quand je vois maintenant comment vivent les gens en ville, moi, comme je disais il n'y a pas longtemps... Donc, on est arrivé à Tournu. Moi, c'est des flashs qui me restent. Et c'est l'hiver où il a fait tellement froid, il y avait énormément de neige. Alors, dans un coin perdu, ma mère, on est descendu du côté du train, certainement côté rail. On ne voyait pas les rails ni le quai. Et là, je me souviens que ma mère est tombée et elle s'est fait attraper par le gars de la SNCF parce qu'elle n'était pas descendue du bon côté. Enfin bref, ça c'est un flash qui m'est resté. Ouais. Et après, on est arrivé dans une petite rue d'un petit village, une petite maison où il n'y avait pas grand-chose. On arrivait quand même à 5 là. Et dans cette... Alors, on n'avait rien, évidemment. En plus, dans un petit village comme ça, qu'est-ce qu'on était? Les Boches de l'Est. Il s'est passé un événement extraordinaire, c'est que la fille de notre femme de ménage a découvert dans la tenue militaire de mon père ses papiers militaires, et au lieu de s'appeler Decker comme on s'appelait Lévi Decker. Et elle nous a dénoncé un Allemand avec qui elle couchait. En pleine nuit, le maire du village est venu nous chercher et nous a cachés dans sa cave. Et c'est pour ça que je suis là. Et pourquoi il nous a cachés dans sa cave? C'est parce que mon père avait sauvé sa fille d'une mastoïdite. À l'époque, mon père était professeur d'otorino, il était un grand chirurgien, et à l'époque, il n'y avait pas d'antibiotiques, il n'y avait que des sulfamides. Et quand il faisait une mastoïdite, on en mourait. Donc il l'a ouvert derrière l'oreille, il l'a drainé pendant 48 heures à son chevet. Et c'est pour ça que je suis là. Finalement, à un moment donné, on est descendu. Moi, je me suis mise sur vraisemblablement un tesson de bouteille. Je me suis ouvert le genou. J'ai toujours la marque d'ailleurs. Hein. C'était très profond. Alors ça saignait. Je suis remontée dans l'autocar, je ne sais plus ce qu'on avait, comme ça, en pensant à moi, sans penser à la petite sœur. Et puis, alors, évidemment, on a commencé à me soigner. Puis au bout d'un moment, j'ai regardé, je me suis aperçue que la petite sœur n'était pas là. Alors, j'ai dit, il faut retourner, mais le chauffeur a jamais voulu. Alors, évidemment, j'étais triste parce que ma mère m'avait tellement confié ma petite sœur. Puis enfin, je l'aimais bien, ma petite sœur. Vous vous rendez compte? Une petite fille. Alors, elle avait dû suivre un autre groupe, sûrement. Parce que c'était la panique, hein. Et... Des gens qui arrivent de l'Est et ça, on était les Boches de l'Est. C'est pour dire la mentalité des gens du centre vis-à-vis des gens qui... Puis comme la guerre n'était pas complètement déclarée, ils se demandaient ce qu'on venait faire, en fait. Donc on est resté quand même au moins 10-12 jours où vraiment, là, on a eu faim quand même. La zone libre a été occupée. Là, ma mère s'est tirée, elle n'a pas voulu entendre si c'était vrai ce qu'on racontait. Elle était maligne. Alors que les parents de Nadine Efcler, hein, elle lui a dit partez. Et ils n'ont pas voulu partir à cause de la grand-mère qui était malade. Et du coup, ils ont été dénoncés par l'infirmière qui soignait la grand-mère et ils sont tous partis en déportation à Auschwitz. Je ne me rappelle pas, c'était trop long. J'ai le souvenir d'un long voyage, mais exactement le temps, je ne saurais pas dire. Et on est arrivé à un pays qui s'appelait Argentat, en Corrèze. Mais j'avais toujours pas la petite sœur. Alors, évidemment, je la réclamais tous les jours parce que j'étais triste, quoi. On a eu juste la descente de là, quand le maire est venu nous chercher. Ouais. Sinon, on a vraiment été dans 2 patelins, hein, Saint-Genoux et Sainte-Fère,
où on a été où il y a eu des justes, personne ne nous a dénoncés. Ça, c'était la fille de la femme de ménage qui était un peu gogole et qui nous a dénoncés. C'est pas la femme de ménage. Les gens savaient très bien qu'on était juifs, hein, qu'on était des petits Parisiens par rapport. Bon, le curé, il le savait. Hein, il nous a traités pour faire ma première communion. Ma soeur et mon frère ont fait aussi leur première communion. Mais tu penses bien que pour apprendre le catéchisme, hein, mais moi je peux te réciter aujourd'hui notre Père et Marie. Hein. Et finalement, dans la rue, une dame, d'ailleurs on est restés amis, au bout de la rue, qui elle-même avait 4 enfants, je crois. Bon, elle est venue très vite et puis elle nous a fait connaître la campagne, les agriculteurs. Enfin, après, on a eu à manger. Hein. Mais ça a été dur. Et vous étiez les seuls juifs ou il y en avait non, plus? Ou il y en avait plein? On était les seuls juifs. Ah, vous étiez les seuls juifs. On était les seuls juifs. Mais tu sais, moi, j'ai jamais su ce que c'était qu'une juive jusqu'à ce que je rentre à Paris. C'est incroyable. Moi, j'étais une petite catholique, hein, bouseuse. Vous l'aviez trouvé en c'est location? l'ami, oui, c'est l'ami de mon père qui avait dit allez là, il s'était occupé, ils auront un logement quand même, on avait un logement. Oui. Et en fait, pourquoi il avait choisi ce logement? Parce qu'en face, il y avait une école. Mon père qui pensait toujours. Donc il y avait une école, mais il n'avait pas pensé il fallait quand même manger. Vous étiez tous ensemble, en fait? Oui, avec une classe. À la campagne. Il n'y avait pas il y avait pas les grands et les petits. Et puis c'était des instituteurs, c'était un couple qui vivait dans le village, je crois même qu'ils vivaient dans l'école. L'école, la classe faisait partie de la maison dans laquelle ils habitaient. Parce qu'on était partis pour les vacances. Donc ma mère est revenue nous chercher. Et quand on est arrivé à la maison, la première chose que ma mère a faite, c'est de nous dépouiller. Moi, j'étais pleine de poux. Je suppose que toute l'école en avait, quoi. Les gosses, c'était comme ça. Alors, comment ça se passait à l'école, justement? Alors, ça doit être en 42, je pense, d'après mes souvenirs. Parce que, évidemment, c'est un petit peu flou, tout ça. Un jour, la directrice de l'école, mademoiselle Molière, rentre dans la classe et elle tenait par la main une petite fille. Alors, elle nous explique que c'est une petite fille qui vient, on ne sait pas trop d'où, des pays de l'Est, Roumanie, Bulgarie, Tchécoslovaquie, on ne sait pas trop où. Et qu'elle va maintenant étudier en France, qu'elle est arrivée là, quoi, qu'elle va étudier là. Et puis alors, elle cherche à côté, à qui la mettre. Et moi, comme j'étais bavarde, c'était des tables à 2. Alors, elle dit, ah bah tiens, Monique, je te la confie. Finalement, cette petite fille, qui s'appelait Martha Metsch, est devenue vraiment ma copine, quoi, parce que c'était elle était d'abord jolie comme tout, elle parlait un français impeccable, malgré qu'elle ne soit pas française, et puis une gentille fille, mais pas très bavarde, elle ne racontait pas beaucoup ses affaires. Et puis un beau jour, ma Martha, plus de Martha. Alors, bien sûr, on s'inquiète dans la classe. Martha est pas là, Martha est pas là. Alors on demande à la maîtresse et elle nous dit « Non, non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Elle est rentrée dans son pays. » Bon, on était enfants, on l'a cru. Et c'est longtemps après, vers les années, je dirais bien 1950, même peut-être plus tard, que j'ai appris que cette pauvre Martha Metsch avait été, les parents avaient été dénoncés, c'était des juifs, et fait partie d'un convoi. Alors, je suis rentrée en 6e, c'est-à-dire à 10 ans, il n'y avait pas de lycée, donc le premier lycée c'était à Metz. Et Metz, qui était à 15 km de Villerue, donc je suis allée en pension là-bas, mais comme Metz était dans la zone occupée, donc tous les élèves, on parlait allemand, là, ils ont appris allemand. Et moi, quand je ne suis pas arrivée en 6e, je suis arrivée en 4e ou en 3e, je me suis trouvée avec des élèves qui parlaient allemand, surtout allemand. On commençait l'école, la classe, avec la première chose que faisait l'instituteur. Hein. J'étais pas
j'étais pas à Polytechnique. Bon, eh bien, c'était le bol de lait. C'était la première chose que l'on faisait à l'école. Elle commençait la journée comme ça, avec le bol de lait. Enfin, le bol, c'était pas être un bol de lait, c'était être une grande tasse, je sais plus. Mais nous, on rentrait à l'école, on avait hâte D'avoir de son commencer. bol. Ah ouais. Aujourd'hui, l'école de la République, où j'ai été élevée, où on avait le respect des professeurs, où on se levait, on avait des punitions. Moi, des lignes, j'en ai faites plus que des cahiers entières. Les mauvais bulletins, j'étais punie. Et moi, je me souviens, comme j'étais vachement en avance par rapport aux autres qui savaient ni lire ni écrire, moi, j'étais là. Alors, moi, je faisais du boulot. Je coupais le bois. Je me rappelle, on avait aménagé une piste, un bac à sable, etc. Mais pour les études, par contre, alors ça, c'était pas terrible, hein, parce que les écoles marchaient qu'à un cas, parce qu'évidemment, depuis la guerre, ben, les instituteurs hommes étaient pas là, parce qu'il faut dire que il y a eu beaucoup de prisonniers. Mon parrain, par exemple, a été prisonnier. Il est rentré qu'en 1945. J'étais chez le maire de Jean Sagnière, le maire du Patelin. Et ben, à l'époque, tu n'avais pas d'électricité. Le soir, c'était les bougies ou le feu de cheminée, enfin en hiver. Ben ça, hein, moi, j'avais droit que le dimanche après-midi jusqu'à 4 heures. Sinon, tout le restant du temps, je me sers. Tu sais quoi? Enfin, l'occupation enfin, celle qui me plaisait le plus, c'était d'emmener les bêtes au champ, surveiller les bêtes, hein, d'emmener les vaches, les chèvres, tout ça, les emmener au champ. Et vous mangiez pas beaucoup de viande? Si. Là-bas, si. Enfin, les aliments les plus fréquents, c'était, comme je disais enfin, il y a 2-3 jours, là, le lard, c'était génial. Le lard, les paysans, ils souffraient pas, ils avaient leur propre nourriture, hein, avec les bêtes, Alors, ils étaient gentils, le grand-père et la grand-mère Nolo. Chaque fois qu'on rentrait, ils s'étaient débrouillés pour qu'on rapporte un jambon. Alors, pendant plusieurs semaines, on pouvait manger mieux, quoi. Il n'y a que le pain. Moi, alors ça, le pain... après, plus tard, ça m'a fait marrer parce que le pain de seigle, tout le monde... Ah, c'est du pain de seigle, c'est bon. Alors que chez les paysans, quand j'étais chez les paysans à l'époque, le pain, c'était le pain. Le pain, c'était le pain de seigle. Hein, il n'y avait pas autre chose. Et le dimanche, ils montaient au village, parce qu'ils allaient tous à la messe, ils montaient au village et on achetait le pain blanc. C'était uniquement le dimanche où tu avais du pain blanc. Un souvenir épouvantable pendant la guerre, c'est que comme on n'avait rien, enfin on était dans un patelin, on avait une biquette. Et alors un jour on a mangé notre biquette. On élevait des lapins, j'allais à l'herbe aux lapins et on mangeait ces lapins. Et moi je ne pouvais pas, je connaissais mes lapins. Il y a le lignon qui passe, qui prend sa source là-haut. Une fois de temps en temps, la pêche, c'était vite fait avec eux. Ils faisaient un barrage, hein, de façon à ce que les poissons s'agglutinent, puis après, ils ramassent à la main, ils n'allaient pas. C'est vraiment des patelins. Hein. J'y suis jamais retournée encore. Des patelins près de Guéret. Ah, tu sais, l'été, on pêchait des écrevisses, je me souviens. C'était extraordinaire. À la lanterne, on allait pêcher des écrevisses dans la rivière. C'était fabuleux. Alors évidemment, quand on allait en Vendée, c'était l'euphorie parce que là-bas, comme il y avait des fermes,
on n'était plus rationné, alors c'était vraiment la joie. Mais on mangeait ce que les paysans nous donnaient, hein. Parce que comme mon père soignait très bien, pour rien, il n'avait pas le droit d'encaisser de l'argent. Il n'y avait pas de sécurité sociale, bien sûr. Bon, alors, on avait un peu, il se fait payer un tout petit peu pour avoir un peu d'argent liquide, mais surtout, on a vécu de poulet, de patates, de tout ça. Je m'en souviens, ce premier déjeuner, parce qu'il m'a super marqué. C'est comme si j'étais à table, il faisait un temps magnifique. Et c'était mon premier petit déjeuner chez les paysans. La Berthe, tu sais, la boîte au lait, ça s'appelait une Berthe. Ouais. Donc tu allais le chercher à la ferme. On allait, il y avait la crème qui remontait. Je me souviens, c'était délicieux. Alors, bon, il y avait un grand bol de, je ne me rappelle plus, mettons un chocolat, j'en sais rien. Et puis, elle m'avait fait des tartines, bon, avec le pain de seigle, mais moi, je ne savais pas ce que c'était. Je n'en avais jamais mangé. Avec ça, ma mère faisait du beurre. Ouais. Il y avait les patates. On faisait des confitures, on faisait des conserves, on avait des haricots, on épluchait les petits pois. Je prends la première tartine. Oh, punaise, c'est pas possible. Il y avait le chien qui était là, qui était sur la table. Paf. Pourquoi? Le chien C'était était pas bon? vachement heureux. Ah bah, vous viviez de troc alors, à ce Oui, moment-là. absolument. Ils soignaient contre des... Oui, je ne sais pas comment ça se passait. Au sanatorium, il devait avoir un petit salaire, peut-être. Je ne sais pas. Je n'ai jamais demandé, tiens. Ouais. Comme mon père, je n'ai jamais demandé comment ça s'était passé. Il y avait les 2 lingots d'or aussi. Mon père, ben oui, il faisait, enfin du troc, je sais pas. Enfin, je me rappelle qu'à la cave, il y avait un tonneau de sardines. On mangeait où est-ce qu'il avait trouvé ça? Je lui ai enfilé toutes mes tartines. C'était pas bon? Mais il avait fait du troc parce que comme on était 4 enfants, on avait des tickets de chocolat quand même pas mal. Et le chocolat, on mangeait pas tout et ça permettait de faire du troc. Mais lui, on a mangé attendez, on a été nourris, mais finalement c'est très bon les sardines. Non, mais Tous les matins, il fallait s'enfiler une cuillerée de foie de morue. Alors, c'était pas la joie. Hein. Ça nourrit en mais plus. côté Hein. santé, c'est Ouais, excellent. très très bien. Donc je pense qu'on a tenu le coup comme ça. Enfin, non, mais toute la guerre, il y a eu quand même, on n'a jamais été gâtés côté nourriture. Ouais. Évidemment, le ravitaillement n'était pas terrible. Enfin, nous, on n'a jamais eu à se plaindre parce que, justement, ma tante avait un cœur d'or. Toutes les semaines, elle nous envoyait un colis. Toutes les semaines. Et un jour, c'était un colis d'œufs. Il fallait chercher les nids là, pour ramasser les œufs. C'est la poule elle-même qui faisait son nid, c'est pas des nids qui étaient préparés. Les poules étaient en liberté, étaient en pleine nature, dans la campagne. Et les poules, elles avaient, enfin, une poule lorsqu'elle était pondeuse, elle faisait son propre nid, puis elle faisait ses œufs. À l'époque, les gens n'avaient pas de voiture. Alors, elle poussait une charrette, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça, à 3 roues pour transporter ses colis. Et elle devait trouver qu'on en avait souvent, nous, ça devait être ça. Alors, elle arrive, le colis était tout cabossé, c'était des œufs, ça avait coulé. Oh là là. Alors, moi, l'activité principale, c'est de dénicher les nids. Mais on ne les détruisait pas, surtout pas. Alors après, papa avait confectionné une boîte, alors on renvoyait la boîte vide à ma tante, qui la renvoyait pleine. Les nids, une fois repérés, tous les jours, on allait ramasser les œufs. Enfin, on n'a quand même pas manqué. Mais malgré tout, ma mère nous envoyait à la campagne. Vous avez connu le manque. Alors, le manque, peut-être pas, mais pas le nécessaire, on avait. C'était, ouais. À l'époque, mon grand-père nous envoyait tous les ans une barrique de vin. Alors mon père allait avec une brouette à la gare de Clamart, parce que la gare de Clamart, c'était un centre de marchandises. Ça a duré longtemps d'ailleurs. Chercher son vin. Et alors il était fort, hein, parce qu'une barrique de 225 litres, ça devait être très lourd sûrement. Il rapportait ça à la maison.
on descendait ça à la cave. Et le rationnement, c'était à partir de quand? Bah, le rationnement, il y en a eu tout le temps, hein. Tout le temps. Oui. On avait des tickets. Je vais sortir. On va les regarder. C'est toujours dans mon portefeuille parce Ouais. que mes petits-enfants, je ne manque jamais de leur montrer Ah, c'est les génial. tickets. Parce que, alors, ils me regardent avec des yeux ronds. Il y avait différents tickets, suivant qu'on était adulte, vieux ou enfant. Alors, moi, j'étais passée de la catégorie J2, c'est-à-dire jeune, alors je sais pas quand, à J3. C'était les plus heureux, ceux qui étaient à la campagne quand même. Hein. Oui, bah, Enfin, c'est ceux qui s'en sortaient le mieux quand même. ah, mais bien sûr, en ville, c'était épouvantable. Il n'y avait rien à bouffer. Pour ça qu'on est parti de Lyon. Il y avait des maisons dans lesquelles les gens n'avaient rien à manger pendant la guerre. Hein. Ceux qui n'avaient pas de terre, de beaux D'abord, terrains, tu avais des ils mangeaient tickets. pas. Hein, tu achetais avec des tickets. Bah oui, les tickets. Alors, quand j'étais J3, après, ça allait mieux parce qu'on avait un petit peu plus de rationnement. Je me souviens, à Lyon, ma mère qui en est morte d'ailleurs, qui a toujours eu des pneumonies et qui a caché ses poumons, prenait son vélo, allait sur les monts du Lyonnais avec nos tickets de rationnement, de cigarettes, de vin ou je ne sais quoi, qu'elle échangeait contre des poulets, des œufs, et c'est comme ça qu'à Lyon, on pouvait manger. Alors, en fonction des enfants, tu avais plus Et ma ou moins de grand-mère, elle tickets. envoyait des paniers pleins. Elle en est morte parce qu'elle partait à 4 h du matin, elle attrapait froid. Donc, parce que nous, on était d'une famille, on mangeait beaucoup de pain. Et ça, le pain, c'était terrible, il était rationné. Mon père en manquait, quoi. Alors, C'est bien simple, à la maison, les mômes, là, on volait. On Qu'est-ce que vous fouillait voliez les placards pour trouver un morceau de sucre. Ah oui. Pour trouver, dingue. Ma mère était obligée de tout planquer. du fait qu'on avait un petit peu plus, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que à quel point c'était. Il y avait des tickets pour tout, pour les chaussures. On avait droit à une paire de chaussures par an ou quelque chose comme ça. Ils aiment bien entendre les détails, mais je pense qu'ils n'y croient pas trop. Ils voient ça un peu. Évidemment, il y a le marché noir qui s'est installé. Ils vendent, entre autres, des tickets, des faux tickets. Et ma mère, qui travaille maintenant chez une nouvelle patronne, Madame Soref, fait acheter par mon père des tickets parce que Madame Soref fait de la résistance, reçoit des gens, et il faut bien les nourrir, tous ces gens-là. Hein, alors, donc, papa rapporte souvent des tickets. Oh là là, quelle vie quand j'y pense. Et à ce moment-là, les Allemands qui passaient. Ah bon, constamment. Et vous disiez quoi? C'est des Ah ben, méchants, il faut. Ah non, 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 on disait rien. Vos D'ailleurs, parents, ils les vous parents disaient n'auraient quoi? jamais dit. Et puis nous, en tant qu'enfants, si on commençait à dire des choses comme ça, c'est qu'attention, on était fusillés. Hein. Puis bien sûr, on est rentré à la maison, alors la vie a continué, quoi. Alors évidemment, ça nous faisait peur parce que il y avait partout des Allemands, et ça grouillait de partout. Et donc, Saint-Étienne était, vis-à-vis des Alliés, était une ville qui était particulièrement vis-à-vis. Parce que nous, par rapport aux Allemands, moi, je n'ai rien vu, il ne s'est rien passé à Saint-Étienne, hein, parce que leur PC à Lyon. Mais moi môme, je te dirais que j'ai pas vu un Allemand, gamin. Il y avait partout des drapeaux allemands, ils avaient enlevé les drapeaux français, il y avait partout des plaques avec les noms en allemand. Oh, ça a été une période pénible. Hein. Et en fait, j'ai su, elle est de la même année que moi, mais elle est suisse, elle a vécu en Suisse. Elle a pas connu, en fait. Tout le monde n'a pas connu la guerre. Hein. Tout le monde n'est pas enfant de la guerre, justement. Alors on apprenait que dans telle famille, tiens, un tel avait été ramassé. Surtout nous qui étions à la frontière allemande, Luxembourg, tout ça, on a vraiment vécu la dureté de la guerre. Il y avait des gens aussi qui faisaient du marché noir qui étaient ramassés, hein, parce que avant, voilà, il y a eu des gens qui se sont fait passer pour résistants alors qu'ils n'étaient pas résistants du tout. Mais enfin bon.
Oui. Moi, c'est pas ça, c'est bien ça. Moi, je me rappelle pas d'avoir eu un Allemand dans la région. Enfin, chez moi, ça dégaine. Il faut dire que j'ai passé 2 ans à la campagne, hein. Bon, Il y avait un cantonnement des Allemands à l'équipement militaire, c'est-à-dire en face le parc de Vanves. Alors, ils passaient dans la rue en chantant, parce que c'était des jeunes, et on avait peur, nous, avec ma sœur. Après, on en avait pris l'habitude. Des fois, ils nous envoyaient des oranges, d'ailleurs. Et ma mère voulait pas qu'on les mange, parce qu'elle disait, oh non, des fois qu'elles soient empoisonnées. Sûrement pas, parce que c'était des choses... Ils voyaient des gosses qui... C'était des jeunes, quoi. Maintenant, on relativise. À l'époque, évidemment, c'était les ennemis, mais maintenant, je me dis, c'était des pauvres types comme les nôtres, quoi. On était trop petits d'abord. 6 ans, 8 ans, ils vont pas raconter. Parce que c'est facile aussi de raconter n'importe quoi, hein. Les parents ne se confiaient pas. Nous, d'ailleurs, ils savaient rien, hein. Et quand il y Ils avait savaient les, pas les comment la juifs guerre. qui étaient emmenés, est-ce que... Ah, mais est-ce ça, que- on a su ça bien. Tout le monde a Vous su l'avez ça su bien après. On ne après. savait pas. Ah ben, nous, il n'y avait pas de juifs. On n'était pas dans un pays où il y avait des juifs. Mais on entendait. Moi, j'ai des souvenirs. Mes parents étaient peut-être plus au courant. Moi, je ne savais pas ce que c'était qu'une juive. Et donc, comme on habitait en face de l'église, moi, je continue à aller à l'église. Et puis, j'ai eu tout d'un coup envie de savoir ce que c'était une juive. Alors, je me suis inscrite au scout israélite. Ben, je peux te dire que je ne suis pas restée longtemps, hein. Ouf! On savait que les gens, les juifs, il y en avait beaucoup qui sont partis au centre de la France, quoi, dans des familles ou des... Tout ce qui est bondieuserie juive et tout ça, maintenant, ça me passe par la tête. Moi, dans les religions, il y a 2 choses que j'aime, la philosophie et l'humanisme. Tout le reste, c'est du pipeau. Évidemment, entre 7 et 11 ans, je ne savais pas trop ce que c'était. C'est comme l'histoire des camps de concentration, tout ça. On a su réellement bien après, hein. On n'en parlait d'ailleurs pas tellement, hein, des camps de concentration jusqu'en 1944. Oui. C'est après que c'est sorti. Donc moi, je parle de vraiment la guerre, hein. Ouais. 39. Et quand quand ma grand-mère est morte, quand il a vu que toute sa famille et ce qui s'était passé, quand ma famille était pratiquement entière, il était très généreux, il faisait ses comptes, il marquait tout ce qu'il dépensait pour lui, il donnait autant à ses enfants, petits-enfants, à tous nos anniversaires, on avait une lettre en prose que j'ai toujours avec un chèque, et le reste, le tiers aux œuvres, quelles qu'elles soient, la Croix-Rouge, les Bonnes Sœurs, les Juifs, etc. La fin de la guerre a été déclarée en 1945, mais en fin 1944, nous, on a connu la débâcle des Allemands. Sa patronne, quoi, ses 2 fils avaient été fusillés par les Allemands. Et ça nous a, on peut dire, gâché notre jeunesse, enfin. Mon père avait une maison de fonction, comme dans toute la sidérurgie, et cette maison se trouvait à 50 mètres de la frontière. Et les Allemands qui venaient d'arriver pour avoir une ligne, il y a nos voisins et nous, ils sont venus pour nous demander s'ils pouvaient se servir du téléphone. Bon. Ah là là, ça a été une triste période parce que à l'époque, nous, on ne savait pas trop, mais après, on l'a appris. Bien sûr, comme Madame Soref et ses enfants faisaient de la résistance, maman qui travaillait chez eux était impliquée aussi. Elle rapportait à papa des tracts à distribuer, elle avait eu la visite de la Gestapo. C'était difficile. Enfin, moi, je ne sais pas, j'étais petite, j'avais 7 ans. Alors, pendant que maman était là, et heureusement, ils avaient, ces gens-là, 2 appartements, un au 7e, un au 5e. Alors, la Gestapo a fouillé le 7e, mais n'était pas au courant sûrement du 5e étage. Heureusement, parce qu'il y avait un aviateur australien qui était hébergé là. Si il l'avait trouvé, tout le monde aurait été fusillé, quoi. Lui, il venait régulièrement téléphoner, mais en fait, il s'était arrangé pour avoir un peu des renseignements sur ce qui se passait dans la région. C'était l'époque des FFI, on les appelait les FFI. Il y avait
ceux qui résistaient, il y avait les résistants, ceux qui collaboraient, enfin, c'était vraiment... il y avait beaucoup de problèmes à ce moment-là. Aujourd'hui, avec Internet et puis les réseaux sociaux, il n'y aurait jamais eu Hitler. Ça ne serait jamais passé comme ça. Mais la non-communication de l'époque, c'était peut-être en Pologne, ils le savaient, mais en France, on ignorait. Le soir, ils ne faisaient qu'écouter le... Vous savez, la radio, on retrace la radio, et ici, Londres, etc. C'était ultra important quand même pour eux, et pour savoir ce qu'il fallait faire. Donc nous, enfants, ben, on subissait tout ça. Quand je vois les enfants à l'heure actuelle qui sont surprotégés, etc. Mais par contre, je crois que c'est une bonne leçon parce que ça nous apprend à être indépendants, à avoir nos responsabilités très tôt. Mon père avait été prendre les caves et puis il avait entassé les choses enfin, compromettantes, des drapeaux, des tracts, des petites armes, quoi, dans l'immeuble qu'on habitait. C'est moi qui mets ça. Donc après, je pleurais. Lorsque nous sommes arrivés ils nous ont emmenés devant le cimetière de la petite ville. Un officier allemand a déclaré le français d'un côté, les autres de l'autre. Et nous n'étions que 2 familles français, nos voisins et nous. Et ma sœur ajoute, elle, de son côté, elle met « Nouveau choc, maman nous a poussés du côté étranger d'une façon brutale. » Ma mère a voulu nous sauver la vie. Elle savait que les Français, on était fusillés. Ah oui. Donc elle nous a poussés. C'est ma sœur qui l'a mis. Moi, je m'en rappelais plus de ça. Ah oui. Sans que personne ne le sache, bien entendu, si les voisins l'avaient su, sûrement qu'ils n'auraient pas été d'accord. Hein. Parce qu'il ne fallait pas grand-chose pour être ramassé. Oh mon Dieu, quand j'y pense à cette période. Et Nadine, elle faisait partie de l'association d'Auschwitz, de Légion d'honneur et tout ça. Et là, vous êtes parti où? Nous, on est partis à Sainte-Ferd. C'est là que vous êtes parti à Sainte-Ferd, au sanatorium. Comme l'usine était à cheval sur la zone occupée Moselle et Meurthe-et-Moselle, on avait des amis de l'autre côté. Il a passé des lettres. Il avait des dossiers de professionnels, quoi. Donc lui, il a repenté l'usine, mais il a passé des lettres. Et il a été pris, il a été dénoncé. Il est allé en prison pendant un moment. Là, c'était votre père? Mon père. Mon prison. Et ils l'ont lâché parce qu'ils avaient besoin de lui pour la Syrie. On tremblait toujours parce qu'on avait su, nous, avec Colette, que la Gestapo était venue chez Madame Soref et que maman était là. Alors après, on avait peur quand elle y allait. Nous, enfants, on ne se rendait pas compte, mais on voyait bien que nos parents étaient... D'ailleurs, j'ai un souvenir, on était dans la cuisine et un jour, pof, il y a eu une fusillade, il y a des balles qui sont passées... Et mon père, très calme, dit, bon, bah, il faut déplacer la table de salle à manger. Et il étudiait... Et vous non, mais on vivait quand même. On vivait, c'était le temps de guerre. Hein. Ouais. Mais quand tu vois les conditions maintenant, parce que il n'y avait pas... Bon, ben, pour se laver, c'était ce qu'on appelait le bachat, c'est-à-dire le bassin dans lequel vont boire les bêtes, hein, à l'extérieur. Dans le vieux Lyon, au 3e étage, rue Saint-Polycarpe, et il y avait tellement peu de confort qu'on nous lavait dans un tub, je me souviens. Il n'y avait pas de water. Et puis on avait les wawas au fond du jardin. Alors c'était épouvantable, on avait du papier journal, et puis il y avait plein de mouches. Alors quand j'allais au wawa, moi je faisais pipi dans le jardin, hein, parce que... Et c'est des souvenirs incroyables. Ah, puis c'était une espèce de source qui alimentait le bachat, mais bon, bah... On avait été hébergés dans une école. Alors une école qui était... je sais pas, peut-être il y avait d'autres gens qui étaient passés, je sais pas. Il y avait des dortoirs avec des lits. Alors, c'était sale là-dedans. Oh là là. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte, avec la qualité des salles de bain et des habitations, ce que c'était dans le temps. C'est la première chose, dès que je suis arrivé à la ferme, on m'a expédié
Enfin, on m'a expédié, on m'a emmené chez le sabotier au village pour me faire une paire de sabots. Les water étaient tout bouchés. On nous envoyait faire pipi dans un pré qui était à côté. Et dans le pré, il y avait des romanichels, comme on disait à l'époque, qui campaient. Et on en avait une trouille bleue. Tous les gosses avaient peur de ces gens-là. Et pendant tout le temps où je suis resté à la campagne, j'ai jamais eu une paire de chaussures au pied. Et le lundi, on faisait la lessive. Et comment on faisait la lessive? On mettait du bleu, je me souviens, et pour désinfecter. Aujourd'hui, on a des machines. En sabot, tout le monde était en sabot. Le sabotier, il faisait une paire de sabots sur mesure. Les parents, quand on est petit surtout, il n'y a que ça qui compte. Attends, mais en fait, les parents, c'était une sauvegarde de vie. Et ils nous mettaient dans un contexte de façon que rien ne parte ou ne... Puis un beau jour, quand même, on a retrouvé la petite sœur et puis on m'a ramené ma sœur. Mais il n'y avait toujours pas les parents. Alors, avec ma sœur, on était tristes. Tout ça, ce sont des souvenirs d'enfance. Et je dois dire que moi, j'ai eu des parents formidables qui nous ont aimés, avec un frère et une sœur, avec leurs qualités et leurs défauts. Voilà. Alors, on nous avait dit, surtout quand vous passerez la ligne de démarcation, soyez bien sages. Alors, on est monté dans des wagons à bestiaux, puisqu'on voyait tous serrés les uns contre les autres, apeurés. Quand les Allemands ont ouvert le compartiment pour regarder ce qu'il y avait dedans, les gamins tremblaient parce qu'on leur avait tellement fait peur. Finalement, ils nous ont rien fait. On est arrivé à la gare. Les parents nous attendaient, bien entendu. Alors, on avait chacun une espèce de besace avec une boule de pain dedans. Alors, ma petite sœur, ça traînait par terre. On était sales, dépenaillés. Oh là là, je revois maman en train de pleurer en nous serrant dans ses bras, quoi. Moi, je voudrais dire, maintenant, on a eu une enfance, une adolescence très mouvementée. Et tes parents, ils t'ont pas raconté? J'ai aucun souvenir. Mes parents, ils allaient me raconter. Cette génération qui a subi la guerre et puis les privations, c'est un petit peu normal qu'elle ait lâché du lest par rapport à la génération d'avant, quand même. Et les parents ont tout fait, mais je pense qu'ils ne pouvaient pas nous raconter toutes leurs angoisses. Oui. Au contraire, ils nous protégeaient. Ils racontent On n'est pas comme maintenant où tu fais pas un pec, on te photographie. les appareils photo, tout ça, ça n'existait pas. Et bizarrement, un jour que je faisais des recherches en Amérique, moi, pour les années comme ça, le conservateur de la mairie m'a ouvert un dossier. Oh, j'ai cru tomber à la renverse. L'écriture de maman. Et il a eu la gentillesse d'ailleurs de me faire une photocopie que je garde toujours. Vous pouvez pas vous imaginer ce que ça m'a fait de revoir l'écriture de ma mère qui avait écrit au maire devant parce qu'elle n'avait pas de nouvelles de ses deux enfants, puis elle recherchait ses gamins. Ils ont essayé qu'on ait une vie correcte. D'ailleurs, après, on est allé en pension, on était dans des pensions religieuses, on était quand même... Ils ont tout fait, Ils ont tout fait pour qu'on sorte ce... Parce que souvent, je pense à eux, Ouais. Ça a dû être des années terribles. Il faut dire une chose, c'est que la famille était vraiment séparée parce que mon père était mobilisé en usine, donc il avait été affecté à partir obligatoirement. Ma mère est décédée, moi j'avais 20 ans. Ah, d'accord. Ma mère, après, elle est décédée en retour. Elle est décédée en 53. Ah, oui. On ne peut pas comparer notre enfance avec une enfance normale. Ouais. Avec un souci des parents qui pensaient à une chose, sauver leur vie et la vie de tous et tout ce que ça suppose, les angoisses, Donc, c'est là qu'on a appris le débarquement. Vous savez, le fameux message « les carottes sont cuites ».
hein, ça a été le débarquement. Et on était toute une période sans nouvelles des parents, bien sûr, parce qu'il n'y avait plus de transport, il n'y avait plus rien, tout était démantelé. Alors, il circulait des bruits comme quoi Paris avait été incendié. On avait peur avec ma petite sœur. Oh là là là, on disait on verra jamais nos parents. C'est ça qui vous a sauvé d'être médecin. Il en faut, hein. Il en faut de tout temps. Allez, hop, direction Paris. Alors, évidemment, maman avait été prévenue, mais quand on est débarqué à la gare, pas de maman. Alors, on commençait à paniquer avec ma sœur. On se disait, qu'est-ce qu'on va devenir, toute seule perdue dans cette gare Montparnasse. Alors, hop, une femme du secours populaire, ou je sais pas, est venue. Ben, on va vous emmener. Et puis, juste maman a débarqué. Alors, hop, on est rentré à la maison. C'était un soulagement. Hein. Ma mère était une femme très en avance. Elle avait fait Sciences Po, mais à cette époque-là, on ne travaillait pas. C'était l'armement de mon père. Elle lui faisait. Mon père il exerçait à 3 endroits différents. À l'hôpital, à sa clinique et à la maison. Et à la maison, c'est ma mère qui répondait au téléphone, qui prenait les rendez-vous et qui faisait les instruments, qui stérilisait les instruments. Et moi, je me rappelle que, bien sûr, il n'y avait pas de cantine. Donc on mangeait, on était servis, on mangeait midi et soir à la maison. Et alors, il n'y avait qu'une ligne de téléphone. Et on avait le téléphone sur la table. Et mon père se faisait appeler à l'heure du déjeuner, puisqu'il y travaillait. Bon. Et alors, quand le téléphone sonnait, à table, il répondait. Et nous, les sales enfants, on disait « Donne-lui un lavement, donne-lui un lavement !» Alors mon père mettait sa main sur le micro et il faisait « Les sales gosses, je ne suis pas là pour perdre de l'argent !» Et nous, alors j'ai les souvenirs de septembre 44. C'est ma sœur qui m'a dit, puisqu'on a chacune des souvenirs, on pourrait mettre nos souvenirs. Alors, de son côté, elle a fait sa lettre, Ouais. son souvenir. Je suis très contente parce que ça correspond exactement au mien. Oui. Et après, il y a le souvenir de ma sœur aînée. Dans la fratrie, tu es placée où? Je suis la dernière. Tel un troupeau, nous avons pris la route d'Audaltige, là. Certains ont pu s'enfuir durant ce parcours. Titane, moi on m'appelait Titane, Titane pleurait et, horreur, un Allemand osait la consoler. Voilà sa réaction, elle. Ah oui. C'est pour vous dire. Elle était plus âgée que vous. Presque 3 ans plus. 3 ans de plus. Filles ou des garçons J'avais ma sœur aînée et ta mon sœur. frère. Tu te souviens de vos relations Oh là là, qu'est-ce ils m'ont que martyrisée. quand vous étiez non, mais quand vous étiez pendant la guerre, on reste dans cette période. Ben alors, pendant la guerre, ma sœur, pendant l'exode, je vous donne un exemple, ma sœur était pas prêteuse. Elle chipait tout, mais elle n'était pas prêteuse. Et elle avait un baigneur qui s'appelait Claude, une poupée. Et moi, je rêvais de ce baigneur. Pour moi, elle le trimballait partout. Ma grand-mère tricotait des petits vêtements. Enfin, cette poupée Claude, c'était... Et alors, un jour, je lui ai pris sa poupée de Claude. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pas fait? Elle m'a tiré les cheveux. Et ça a été épouvantable. Et c'est drôle, cette poupée Claude, je rêvais d'un baigneur. Et j'ai jamais pu avoir un baigneur, parce que ça n'existait plus. Il n'y avait pas de poupée pendant la guerre. En 1939, on nous avait distribué des masques à gaz. Alors, ces masques à gaz, évidemment, tous les jours, il fallait les emporter à l'école parce que la directrice, mademoiselle Molière, y veillait. Si vous n'aviez pas votre masque à gaz, vous rentriez pas à l'école. Et puis, chaque classe avait un endroit dans le préau pour déposer ses masques à gaz. Seulement, il fallait les reconnaître. Alors, pour les reconnaître, il avait fallu dessiner sur le haut du masque un dessin. Alors, mon père m'avait dessiné une superbe cocarde tricolore. Alors, hop, je voyais tout de suite mon masque à gaz. Ma sœur, je me souviens pas ce qu'elle avait. Et une autre chose qui était épouvantable, c'est que moi j'avais les cheveux très frisés et une tignasse, on m'appelait ça la tignasse. Et tous les matins, on me peignait avec, je sais pas quelle graisse on me mettait, et on me roulait des anglaises sur le bâton de mon cerceau. Et quand j'arrivais à l'école, on me tirait mes anglaises et on m'appelait Pie de Vache.
Un bruit terrible et on avait peur avec ma petite sœur. Et on était allongés, je me revois, ma mère avait mis les centres de lit, je me souviens c'était des centres de lit jaunes qu'on a gardés longtemps, et puis elle nous faisait allonger et mettez vos mains sur la tête, et puis alors on a eu tellement, c'était la panique, qu'ils ont décidé qu'il fallait impérativement nous éloigner quoi, de Paris. Je veux raconter une anecdote aussi. Comme tous les juifs, après la guerre, mes parents avaient il y a eu deux choses. Quand on est parti en exode, je me souviens que derrière, on était les 3 enfants, et moi je devais m'occuper d'un tout petit sac Bordeaux avec des poignées de cuir qui étaient lourds. Et après la guerre, j'ai su que c'était parce qu'il y avait 2 lingots d'or. Et c'est, à mon avis, c'est avec ça qu'on a survécu pendant longtemps. On ne faisait pas la fête parce que les Allemands partaient, mais la guerre n'était pas finie. Ah oui. Ils se sauvaient, ils ont tout brûlé sur leur passage, ils tuaient des gens, etc. Mais on n'était pas encore en paix. Quand on habitait Vanves, là, j'avais une copine, moi, Marguerite Durand, elle avait une grande sœur. Et sa sœur, quand les Allemands sont arrivés, elle fricotait avec les Allemands. Alors, après la guerre, elle avait été tondue. Moi, je me souviens, il promenait là dans les rues de Vanves. Oh là là. Parce que la fin de la déclaration de guerre, ça a été en juin 1945. Eh ben, d'ailleurs, j'ai des souvenirs. On revenait du lycée, c'est un bus toujours qui nous ramenait du lycée. Le chauffeur, alors les cloches ont sonné dans les villages, le bus s'est arrêté, tout le monde est descendu et le chauffeur nous a fait... C'était l'heure de la déclaration. Ah oui, c'est là que ça a été la fête. Ah ben oui, alors là, là, ça y est, même pour les parents, on était... Mais pour ma communion, c'était des tickets supplémentaires et on pouvait aller chez le boucher et acheter un truc, un gâteau, etc. Et de ma communion, je me rappelle surtout ça. Alors, je vous ferai remarquer quand même que c'était en 45, en juin, et moi, je faisais ma communion. Vous savez, on gardait la communion solennelle. Je me souviens très bien le jour où ils ont signé... En 45, les sirènes, ça a été un temps magnifique. Tout le monde était heureux. Enfin, c'était évidemment ça me berçait l'esprit parce qu'on était avec mon père, on écoutait la radio, tout ce qui se passait. Mais là, tu étais rentré à la Oui, je rentrais, mais je suis rentré avant la fin de la guerre, c'est-à-dire. La fin de la guerre, c'est 45, c'était août 45, je sais plus. Bon, et mon père est sur une carte, avec des flèches, il marquait le lancement des Alliés, enfin des troupes françaises. Donc on peut comprendre aussi aujourd'hui ce que vivent les gens qui vivent la guerre. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, on entend souvent dire, moi personnellement, par exemple, j'ai horreur du gaspillage. Et j'ai des amis aussi, je me demande est-ce que ça vient de la guerre. Je supporte pas que, même mes petits-enfants, j'ai toujours lutté contre ça, je ne veux pas qu'ils laissent quelque chose dans leur assiette, qu'ils en prennent moins, qu'ils en redemandent, mais on ne gaspille pas. Alors, quand je vois quelquefois dans les poubelles des baguettes entières, mais franchement, ça me fait du mal, beaucoup de mal. J'avais une grand-mère extraordinaire qui m'ouvrait ses tiroirs et qui me disait « Regarde ma petite Gigi, voilà une petite culotte. Si je m'achète une petite culotte, c'est que j'en ai besoin. Donc j'arrive chez moi, je la mets, ma petite culotte neuve, dans le tiroir et je jette l'ancienne. » Et mon grand-père, qui était un homme exceptionnel, quand il donnait ses chaussures, il les faisait ressemeler. Et quand moi je donne des vêtements, je les donne chez les teinturiers. Quand je voyais les mômes gaspiller, les mômes, à partir de Patricia, etc. Et oui, parce qu'ils se rendent pas compte. C'était impossible. Ouais. Nous, on ne laissait rien dans l'assiette, rien. Le truc qui tombait par terre, il le ramassait, il le remettait dans l'assiette. Il supportait pas le gâchis. Lui a souffert énormément de faim parce que les prisonniers, on leur donnait un morceau de pain le matin, il fallait qu'ils tiennent toute la journée avec. On ne s'est pas pris. Je te dirais qu'il n'y avait pas grand-chose. C'était l'époque avec les patates,
Ouais, tout ce que me fait Roxane, je connais pas. Hein, tous les aliments du midi et tout, on connaissait pas. On connaissait que la pomme de terre, la salade, c'est tout. Hein. Quand on a eu notre deuxième ligne de téléphone, grâce à ce que mon père était médecin, ça a été pour nous exceptionnel. Et quand je pense aujourd'hui aux lignes de téléphone, qu'on est là à vous donner 3 téléphones par ménage, c'est impensable. On est enfant de la guerre, non. Non. Non, moi je suis en partage avec tout le monde et j'ai de la chance aujourd'hui, vieille comme je suis, de fréquenter que des jeunes. Parce que les vieux aux dents jaunes, ils me font suer. Devant un magasin, par exemple, je me souviens, c'est dans la Grande Rue, et puis je pourrais même te dire exactement où c'était. Mais c'est un choc. J'arrive devant le magasin et il y avait la télé. J'ai horreur des gens qui racontent leur Et t'es malheur. dynamique. Et Je n'aime que les gens qui sont rigolos, j'ai horreur du malheur. Je trouve que le malheur, on le garde pour soi. J'ai une vie, j'ai été très malade souvent, mais je trouve que le malheur, il faut le garder pour soi. J'avais une mère qui était très malade pendant longtemps, et elle, quand on lui faisait une visite, on lui disait, elle disait toujours, me parlez pas de ma maladie, parce que je l'ai toute la journée, dites, racontez-moi quelque chose de drôle. Et moi, c'est tout à fait mon principe. Je vois un appareil en vitrine, un appareil en vitrine avec de l'animation. Je dis, mais moi je tombe là-dessus, je dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est? Je cherchais la caméra, je dis, mais il n'y a rien à faire, il y a pas de projection d'un film. Première fois que j'ai vu la télé. Je t'ai rencontré au bord de la mer avec ton petit bonnet et tes palmes, enfin tes palmes de main. Oui, Et je nage l'été 3-4 fois par semaine, j'aime l'eau. Mais moi, j'estime que dans l'eau, tu vois, on n'a pas d'âge. C'est bizarre, on est porté dans les... L'eau, on a l'impression qu'on n'a absolument pas d'âge. On est dans... Moi, ce que j'aime, c'est le ciel. J'adore faire du ski hors nature, j'aime faire de la voile et j'aime l'eau parce que c'est des espaces infinis. Et moi, j'aime les espaces infinis. C'est ma religion. Conclusion, j'espère que je reverrai jamais. Enfin, moi, je ne le reverrai pas parce que je suis trop âgée, mais j'espère que jamais plus, il y aura des guerres comme ça. Parce que moi, quand je me couche le soir et que je suis dans mon lit, tout ça, je me suis dit, mais quelle chance j'ai! c'est pour ça, quand je vois les informations, là, ça me bouleverse parce que je pense aux gens qui subissent les mêmes choses, et enfin, encore plus terribles que ce qu'on a connu. on devrait être plus solidaire justement. Ben oui, justement. ben Bah, tu vis le présent. Oui, Comme- et le futur. Je ne fuis jamais l'arrière. Moi, j'ai un grand futur devant moi. J'ai de la 85. chance alors de t'interroger sur le passé. Moi, c'est le passé composé. J'appelle ça le passé composé. Enfin, c'est dur si on veut, mais ça donne des individus peut-être avec une certaine volonté, quoi. L'enfant de la guerre. Donc je pense que je suis une enfant de la guerre. J'ai une vie fantastique et sur ma tombe, je veux qu'on mette ici Gigi qui a beaucoup ri. Et tu aimes l'art? J'aime la vie. Sans art, je ne peux pas vivre. Donc j'avais 6 ans. Là, ma sœur avait La trottinette. Oui. Et ben voilà, c'était déjà à la mode. la trottinette et j'avais quand même, c'était exceptionnel. Il y a un endroit où je suis en... Non, il n'y a pas là où je suis en vélo. Oui, il y a un vélo là, non? Vous voyez, là, j'ai un vélo. Donc Je tes parents, pense ils ont si. trouvé une bombe? Mais alors, quand tu as des choses qui se font la première fois, enfin, sur le plan émotif, tu as le choc. C'est pour ça, je me souviens des trucs, mais instantanément, enfin, c'est des images, c'est un moment choc où tu as été perturbé, enfin, tu as été choqué sur le plan émotionnel, et c'est pour ça que tu retiens. S'il n'y a pas eu un choc émotionnel, ça s'efface de la mémoire.